Il entra dans la voiture sans un mot. Son costume noir semblait avaler l'obscurité autour de lui, et la pluie goûtait de sa mâchoire comme si la nuit elle-même saignait. Eva le regarda dans le rétroviseur et sourit. « Bonsoir. Nuit difficile dehors, hein? » Il frotta sa tempe comme si sa voix le blessait physiquement. Elle fit une pause. Il regarda par la fenêtre et elle remarqua quelque chose sur sa manche, quelque chose de sombre, quelque chose qui semblait ne pas lui appartenir. Il parla sans la regarder. « J'ai réservé ce trajet pour le silence, pour penser, pour respirer. » Ses yeux glissèrent vers les siens dans le miroir, froid, vif. Le genre d'yeux qui avait vu des choses que personne ne devrait voir, pas pour écouter un perroquet. Son sourire disparut. « Excusez-moi. »« Vous parlez, dit-il platement, comme un oiseau qui a oublié quand s'arrêter. » Sa mâchoire tomba. « M'avez-vous juste appelé un perroquet dans ma propre voiture? » Il ne cligna pas et cligna pas des yeux. « Si vous veniez avec une télécommande, j'aurais appuyé sur muet la seconde où vous avez ouvert la bouche. » Ses mains se serrèrent sur le volant. Elle avait eu affaire à des passagers impolis avant. Des ivres, des en colère, des étranges. Mais cet homme était différent. Il n'était pas impoli. Il était dangereux. Elle pouvait le sentir dans ses os. Mais Ava Mitchell avait cessé d'avoir peur il y a longtemps. Quand vous avez tout perdu, la peur devient un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. D'accord, écoutez ici. Monsieur Lamorde en costume de designer. Elle rencontra ses yeux dans le rétroviseur et elle ne sia pas. Vous avez réservé mon Uber, pas une morgue. Vous voulez le silence? Achetez-vous un cercueil et montez-y. Silence. La pluie martelait le pare-brise. Il se tourna complètement, la regarda vraiment, non amusé, non en colère. Quelque chose d'autre, quelque chose qui lui fit serrer le volant plus fort. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis le coin de sa bouche tressaillit à peine, et Ava réalisa qu'elle avait peut-être juste piqué un loup avec un bâton très court. Si cette histoire vous a déjà accroché, écrasez ce bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui aime une bonne histoire d'ennemis à amoureux. Et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Parce que croyez-moi, ce qui vient après ce moment vous coupera le souffle. Elle ne connaissait pas son nom encore. Elle ne savait pas qu'il était Red Sinclair, l'homme que le monde souterrain de Chicago appelait le fantôme. Elle ne savait pas qu'à la fin de ce trajet, sa vie ne serait plus jamais la même. Elle reporta ses yeux sur la route, se forçant à se concentrer sur le son de la pluie, martelant le pare-brise au lieu de la façon dont son regard semblait encore brûler la nuque. 2 minutes passèrent en 3 minutes. Le silence à l'intérieur de la voiture devint lourd, épais, la défiant presque de le briser. Ava n'était pas le genre à perdre un défi, alors elle parla, son ton léger et joueur. « Insultez-vous toujours les gens avant de dire bonjour, ou est-ce que je reçois un traitement spécial? » Il n'y a eu aucune réponse. Elle le regarda à travers le miroir. Il était assis parfaitement immobile, les yeux fixés sur les lumières de la ville, comme s'il avait été sculpté dans la glace. « H, continua-t-elle, le type fort et silencieux. Laissez-moi deviner, vous êtes soit un espion, soit un milliardaire, soit quelqu'un qui a oublié comment l'interaction sociale fonctionne en 2008. » Il ne cligna même pas des yeux. Elle haussa les épaules. « D'accord, j'ai essayé. » Elle se concentra sur la route pendant environ 30 secondes. Puis elle dit, « Vous savez, j'ai une fois conduit un gars qui m'a payé juste pour l'écouter respirer pendant 20 minutes. Vous n'êtes toujours pas le passager le plus étrange que j'ai jamais eu. » Ses doigts tressaillirent juste légèrement. Elle le vit, ses lèvres se courbèrent vers le haut. « Bien, alors elle demanda, « Que faites-vous dans la vie? » « Ce ne sont pas vos affaires. » Aïe. « D'accord, alors, que faites-vous pour vous amuser? » Il ne répondit pas. Elle hocha la tête. « Laissez-moi deviner. Vous fixez le vide et jugez l'humanité. » Il expira lentement par le nez. Elle rit. « Je plaisante. La plupart du temps. » Ils atteignirent un feu rouge, elle s'arrêta.
Il vérifia son téléphone, puis fronça les sourcils. L'écran s'éclaira et Ava en aperçut un aperçu dans le rétroviseur. Un seul mot apparut. Disposé. Elle ne comprit pas ce que cela signifiait dans ce contexte, mais quelque chose dans la façon dont il regarda ce message lui glaça le sang. Il n'était pas surpris. Il n'était pas inquiet. Il n'y eut qu'un bref scintillement de satisfaction froide dans ses yeux, comme si une tâche avait été accomplie. Elle déglutit et reporta son attention sur la route. Le feu devint vert. Elle continua à rouler. Elle essaya de parler à nouveau, mais sa voix n'était plus joueuse. « Alors, où vous emmène-je par une nuit pluvieuse comme celle-ci? » Il la regarda à travers le miroir. L'adresse est sur l'application. Elle avait cela. Elle voulait juste qu'il parle. Elle voulait comprendre qui il était. Elle voulait savoir pourquoi ses instincts criaient que cet homme était dangereux, alors que son cœur ne voulait pas qu'il quitte la voiture. Ils roulèrent en silence pendant encore 10 minutes. Quand elle tourna dans une rue tranquille bordée d'immeubles de grande hauteur luxueux, il dit « Arrêtez ici ». Elle se rangea sur le côté. C'était le quartier de penthouse le plus cher de Chicago. Elle se tourna pour le regarder, essayant de garder sa voix stable. 28, 50 $. Il sortit son portefeuille. Au lieu de lui tendre une carte, il sortit un billet et le plaça dans sa main. Elle baissa les yeux. 500 $. Elle cligna des yeux. « Vous m'avez donné le mauvais montant. Gardez-le. C'est 500 $. Je sais. » Elle le regarda, puis le billet, puis de nouveau lui. Pourquoi? Il ne répondit pas. Il ouvrit simplement la porte et sortit sous la pluie. Elle le regarda partir, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Puis elle baissa les yeux vers la banquette arrière. Son cœur manqua un battement. Il y avait une marque sur le siège en cuir, petite, presque invisible dans l'obscurité, mais elle avait conduit Uber assez longtemps pour savoir exactement ce qu'était cette marque. Du sang. Elle regarda par la fenêtre. Il avait déjà disparu dans le bâtiment comme s'il n'avait jamais existé du tout. Ava resta assise là un long moment, le billet de 500 $ dans sa main, la tache de sang sur la banquette arrière et une question brûlante dans son esprit. Qui était-il? Elle savait qu'elle devrait avoir peur. Elle savait qu'elle devrait effacer ce trajet de sa mémoire et ne plus jamais y penser. Mais alors qu'elle s'éloignait, la seule chose qu'elle ressentit n'était pas la peur. C'était une curiosité dangereuse qu'elle savait ne mènerait à rien de bon. Red Sinclair entra dans son penthouse, les portes de l'ascenseur privé se refermant derrière lui. L'appartement était sombre, éclairé seulement par la lueur de l'horizon de Chicago se déversant à travers les immenses fenêtres du sol au plafond. Il se glissa hors de sa veste de costume trempée par la pluie et la jeta sur le canapé sans regarder. Normalement, il serait allé directement à la douche, lavant tous les restes de la nuit qui s'accrochaient encore à lui. Normalement, il se serait versé un verre de whisky et se serait assis dans l'obscurité, ne pensant à rien du tout. Mais ce soir n'était pas normal. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la ville, et la seule chose dans son esprit n'était pas la réunion tendue avec les autres patrons. Ce n'était pas le traître qui avait été traité. Ce n'était pas la tache de sang sur sa manche qu'il savait que la conductrice avait vue. C'était ses yeux. Des yeux qui n'avaient pas montré de peur quand ils avaient rencontré les siens dans le rétroviseur. Des yeux qu'il avait appelés une faucheuse habillée de designer et lui avaient dit d'acheter un cercueil et de s'y allonger. Un rire silencieux s'échappa de sa gorge, sec et inconnu, même pour lui-même. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que quelqu'un avait osé lui parler ainsi? Combien de temps s'était-il écoulé depuis que quelqu'un l'avait regardé sans trembler, sans baisser les yeux, sans essayer de lui plaire? Son téléphone vibra. « Finn, répondit-il, c'est fait. » La voix de Finn parvint par la ligne. Propre et fini. « Patron, personne ne trouvera rien. » Bien. Il était sur le point de raccrocher, puis fit une pause. Une décision fut prise en une fraction de seconde, le genre de décision qu'il ne prenait jamais pour personne. « Finn. »« Oui, patron. »
Renseignez-vous sur la conductrice Uber de ce soir. Non. Ava. Elle conduit une vieille Honda Civic. Silence à l'autre bout. Finn avait travaillé pour Red assez longtemps pour savoir quand ne pas poser de questions. Compris. Vous aurez un rapport le matin. Red termina l'appel et continua à regarder la ville. Il ne comprit pas pourquoi il faisait cela. Il ne comprit pas pourquoi une conductrice Uber, à la langue bien pendue, était coincée dans sa tête. Peut-être parce qu'elle était la première personne depuis des années à lui parler comme s'il était juste un homme ordinaire. Pas un patron, pas le fantôme, juste un gars irritant assis sur la banquette arrière d'un Uber par une nuit pluvieuse. C'était dangereux, il le savait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Au même moment, Ava rentra chez elle dans son petit appartement du sud de la ville. Elle avait essuyé la tache de sang de la banquette arrière avec des lingettes humides, mais elle pouvait toujours la voir chaque fois qu'elle fermait les yeux. Elle se gara devant le bâtiment vieillissant avec son escalier de secours rouillé et ses lumières de couloir scintillantes. Quand elle entra dans son appartement, elle n'alluma pas la lumière. Elle s'assit sur le canapé usé et fixa le billet de 500 $ dans sa main. Elle devrait le jeter. Elle devrait prétendre que cette nuit n'était jamais arrivée. Mais cet argent pourrait couvrir une partie de la facture d'hôpital de sa mère. Cet argent pourrait acheter des provisions pour toute la semaine. Cet argent pourrait signifier qu'elle n'aurait pas à faire 5 autres quarts de nuit avec des yeux gonflés par le manque de sommeil. Elle glissa le billet dans la poche de sa veste, le sentiment inconfortablement proche d'accepter de l'argent du diable lui-même. Peut-être que c'était exactement cela. Elle pensa à lui, au coûteux costume noir, aux yeux froids comme la glace, à la façon dont il avait regardé le message qui disait « disposé », sans une trace de surprise. Au sang, qui était-il? Que faisait-il? Pourquoi lui avait-il donné tant d'argent? Son téléphone sonna, coupant ses pensées. Hôpital, sa poitrine se serra alors qu'elle répondait. « Madame Mitchell, oui, je suis là. Votre mère vient d'avoir un épisode grave. Le médecin aimerait vous voir demain matin pour discuter de nouvelles options de traitement. De nouvelles options de traitement signifient plus d'argent, plus de factures, plus de nuits blanches. Je serai là. » Elle termina l'appel, et soudain, l'homme mystérieux de l'Uber devint le plus petit problème de sa vie. Elle avait des choses plus importantes à craindre. Du moins, c'est ce qu'elle se dit. Le lendemain matin, Eva arriva à l'hôpital avec des cernes sous les yeux et une tasse de café complètement froid dans sa main. Elle n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le regard froid de cet homme la fixant à travers le rétroviseur. Et chaque fois qu'elle les ouvrait, elle voyait les chiffres des factures d'hôpital danser devant son visage. Elle marcha dans le couloir familier, lourd de l'odeur de désinfectant et de désespoir silencieux. Combien de fois avait-elle marché dans ce couloir au cours des 6 derniers mois? Des centaines de fois. Je sais pour mémoriser chaque fissure dans les murs, chaque infirmière en service, chaque bip rythmique s'échappant des chambres des patients. Chambre 312. Elle s'arrêta à la porte, inspira profondément, puis força un sourire avant d'entrer. Margaret Mitchell était allongée dans le lit d'hôpital, plus petite et plus pâle chaque jour qui passait. Le cancer du poumon la rongeait petit à petit, et Ava ne pouvait que rester là à regarder, ne faisant rien d'autre que payer des factures qu'elle ne pouvait pas se permettre. Maman, Eva s'assit à côté du lit et prit la main fragile de sa mère. « Ma fille. » Margaret ouvrit les yeux et malgré la douleur, elle sourit quand elle vit sa fille. « Tu es trop maigre. As-tu bien mangé? »« Oui, maman, j'ai mangé. » Le mensonge s'échappa aussi facilement que si elle l'avait dit 1000 fois, car elle l'avait dit 1000 fois. Son dernier vrai repas avait été un paquet de nouilles instantanées il y a 2 nuits. Le billet de 500 $ de l'homme étrange reposait dans sa poche, mais elle ne pouvait pas se résoudre à le dépenser pour elle-même. Cet argent irait directement aux factures d'hôpital. Margaret regarda sa fille avec des yeux de mère, des yeux qui voyaient à travers chaque mensonge. « Tu travailles trop dur. Je peux le voir dans tes yeux. Tu ne dors pas assez. »« Je vais bien, maman, » dit Ava légèrement,
Il y a juste eu plus de trajets de nuit ces derniers temps. Les pourboires sont bons, soupira Margaret, et Ava ressentit une vive douleur dans sa poitrine quand elle entendit le sifflement dans la respiration de sa mère. « Je suis désolé, dit Margaret doucement, sa voix tremblante. Je suis devenu un fardeau pour toi. » Non. Ava resserra sa prise sur la main de sa mère. « Ne dis jamais ça. Tu n'as jamais été un fardeau. Jamais. » Mais en elle, la culpabilité rongeait sans relâche. Non pas parce que sa mère était un fardeau, mais à cause de Rosie, sa sœur cadette, la sœur qui est morte il y a 3 ans dans la même voiture qu'Ava conduisait maintenant. Le souvenir s'abattit sur elle sans avertissement. Le rire de Rosie depuis le siège passager. La musique s'échappant de la radio. Ava promettant de l'emmener prendre une glace après le travail. Puis des phares, un klaxon strident, le son du métal qui s'entrechoque, Rosie l'appelant par son nom une dernière fois, et puis le silence. Le silence le plus terrifiant qu'Ava ait jamais connu. Elle a survécu. Rosie, non. Le médecin a dit que ce n'était pas sa faute. L'autre voiture avait grillé un feu rouge. Il n'y avait rien qu'elle aurait pu faire. Mais Ava connaissait la vérité. Si elle n'avait pas jeté un coup d'œil à son téléphone en cette seule seconde, juste une seconde, peut-être qu'elle aurait réagi à temps. Peut-être que Rosie serait encore en vie. Peut-être que sa mère ne se serait pas effondrée après avoir perdu son plus jeune enfant. Et le cancer n'aurait pas fait surface sous le poids du stress. Peut-être que sa vie ne se serait pas transformée en enfer. Chérie, la voix de sa mère la ramena au présent. Tu pleures. Ava porta une main à son visage, surprise d'y trouver des larmes. Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. Ce n'est rien, maman. Elle essuya ses larmes rapidement. Je suis juste un peu fatiguée. Margaret regarda sa fille, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit qu'Ava voulut pleurer encore plus. Ne te blâme plus pour Rosie, ma fille. Je ne t'ai jamais blâmé. Rosie ne t'aurait jamais blâmé non plus. Ava ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Elle resta juste assise là, tenant la main de sa mère, essayant de ne pas s'effondrer. Après que sa mère se fut endormie, Ava rencontra le médecin. Il y avait une nouvelle option de traitement. Cela pourrait prolonger le temps. Cela pourrait améliorer la qualité de vie, mais cela coûtait 60 000 $. Elle remercia le médecin, sortit de l'hôpital et vomit à côté d'une poubelle. 80 000 $ d'anciennes dettes, 60 000 $ pour un nouveau traitement, 3 mois de loyer impayé, et elle gagnait environ 2 000 $ par mois en conduisant Uber. Ava s'assit sur le trottoir devant l'hôpital, levant les yeux vers le ciel gris terne de Chicago, se demandant combien d'autres choses la vie lui prendrait avant de se sentir enfin satisfaite. Plus tard le même jour, dans le penthouse surplombant la vue complète de Chicago, Red Sinclair était assis derrière son bureau en chaîne noire avec un mince dossier posé devant lui, tandis que Finn se tenait en face, silencieux et attendant. Red ouvrit le dossier et commença à lire. Ava Mitchell, 27 ans, née dans la banlieue de Chicago. Son père est parti quand elle avait 12 ans, sans un mot d'adieu, et n'est jamais revenu. Sa mère, Margaret Mitchell, 58 ans, recevait actuellement un traitement pour un cancer du poumon en phase terminale à l'hôpital Street Mary. Sa sœur cadette, Rosie Mitchell, était décédée dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. Ava conduisait cette nuit-là et était la seule survivante. Red fit une pause à cette ligne, la seule survivante. Il connaissait ce sentiment, vivre pendant que d'autres mouraient, portant leur mort chaque jour comme une peine sans date d'expiration. Il continua à lire. Dette d'hôpital dépassant 80 000 $ et en augmentation. Licencié de son emploi au restaurant pour avoir pris trop de temps libre pour s'occuper de sa mère. 3 mois de loyer en retard et actuellement menacé d'expulsion par le propriétaire. Un ex-petit ami nommé Kevin avait pris toutes ses économies et avait disparu il y a 1 an. Elle conduisait maintenant Uber la nuit pour survivre, en moyenne 12 à 14 heures par jour. Red ferma le dossier. Sa vie est une chaîne de tragédies, dit Finn Plateman. Elle coule, patronne, et elle n'a pas de radeau de sauvetage.
Rhett ne dit rien. Il regarda par la fenêtre la ville brillant dans la lumière de fin d'après-midi et pensa à ses yeux cette nuit-là. Des yeux qui avaient rencontré les siens sans peur. Maintenant, il comprit pourquoi. Elle avait déjà tout perdu. Quand vous n'avez plus rien à perdre, vous n'avez plus rien à craindre. Patron, demanda Finn quand le silence s'étira trop longtemps. Créez un nouveau compte Uber, dit Rhett d'un ton égal. Utilisez un faux nom. Réservez sa voiture. Seulement sa voiture. Finn cligna des yeux, le seul signe de surprise qu'il s'autorisa. Compris. Autre chose? Non, pas encore. Finn hocha la tête et partit. Rhett continua à regarder par la fenêtre, se demandant ce qu'il faisait. Il n'était pas le genre d'homme qui se souciait de quelqu'un. Et il n'était pas le genre d'homme qui sauvait qui que ce soit. Il était le genre d'homme dont les gens avaient besoin d'être sauvés. Mais il y avait quelque chose à propos de cette fille. La fille qui l'avait appelée une faucheuse habillée de designer. La fille qui lui avait dit d'acheter un cercueil et de s'y allonger. La fille qui avait vu du sang sur le siège de la voiture et n'avait pas crié. Il voulait en savoir plus sur elle. Et Rhett Sinclair obtenait toujours ce qu'il voulait. La première semaine, Ava reçut 3 demandes de course du même compte. Le nom affiché était James. Pas de photo de profil. Les lieux de prise en charge étaient toujours différents, mais la destination était toujours le centre-ville, et à chaque fois le passager disparaissait avant qu'elle ne puisse même voir son visage. Elle arriva au point de prise en charge, attendit quelques minutes, puis reçut un message d'annulation avec le paiement intégral inclus, ainsi qu'un pourboire de 200 $. La deuxième semaine, le pourboire monta à 300 $. Ava commença à se demander. Elle demanda à d'autres conducteurs s'ils avaient déjà vécu quelque chose de similaire. Personne n'avait. Elle chercha le nom James sur les réseaux sociaux, mais ne trouva rien. Elle essaya d'appeler le numéro de téléphone dans l'application, mais il avait été désactivé. La troisième semaine, elle reçut 4 réservations de James. Les pourboires totaux s'élevèrent à 1 200 $. Cet argent était suffisant pour couvrir 1 mois de loyer et toujours acheter de la nourriture. Ava savait qu'elle devrait être inquiète. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Personne ne donnait de l'argent comme ça, sans raison. Mais elle savait aussi que sa mère avait besoin d'un nouveau traitement. Elle savait que les factures s'accumulaient. Elle savait qu'elle coulait. Et c'était le seul radeau de sauvetage qui passait. Alors elle prit l'argent, chaque billet, et chaque nuit, alors qu'elle comptait l'argent liquide dans son appartement sombre, elle se demanda qui était derrière tout cela. Elle ne savait pas que la réponse était plus proche qu'elle ne le pensait, que ses yeux froids la regardaient depuis les ombres, que le fantôme l'avait marquée comme sienne, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi. 1 semaine plus tard, tout s'effondra. Ava était assise à côté du lit de sa mère, lisant à voix haute un vieux livre que Rosie avait autrefois aimé quand la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Un homme entra, grand, mince, habillé d'un costume bon marché qui essayait fort d'avoir l'air cher. Ses yeux étaient froids et calculateurs, le genre d'yeux appartenant à quelqu'un habitué à voir les gens comme des numéros sur une feuille de calcul. Ava se leva immédiatement, ses instincts protecteurs s'activant alors qu'elle se plaçait entre l'homme et le lit de sa mère. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle, sa voix ferme. « Neil Porter. » Il sourit, mais le sourire n'atteignit jamais ses yeux. « Je travaille pour Westbrook Financial. Nous vous avons envoyé plusieurs avis concernant votre dette, mais il semble que vous ayez été trop occupé pour répondre. » Le cœur d'Ava se serra. Elle connaissait cette entreprise. Elle connaissait ses lettres. Elle les avait cachées au fond d'un tiroir et avait fait semblant qu'elles n'existaient pas. « Je fais des paiements, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. J'ai juste besoin de plus de temps. » Neil Porter s'avança davantage dans la pièce, son regard glissant vers Margaret, allongée sur le lit avec des yeux inquiets. « Du temps? » se moqua-t-il. « Vous devez 90 000 $, mademoiselle Mitchell. Vous êtes en retard de paiement depuis 6 mois. Le temps n'est pas quelque chose que vous pouvez exiger. »
Chérie, qu'est-ce qui se passe? La voix faible de Margaret vint du lit. Ce n'est rien, maman, dit Ava rapidement sans se retourner. Juste un petit malentendu. Un petit malentendu? Neil Porter éleva délibérément la voix pour que Margaret puisse entendre. 80 000 $ n'est pas un petit malentendu, mademoiselle Mitchell, et mon entreprise n'est pas connue pour sa patience. Ava sentit le sang lui monter au visage. Elle s'approcha et baissa la voix pour que sa mère n'entende pas. « Emmenez ça dehors. N'offensez pas ma mère. » Neil Porter la regarda de haut en bas avec un mépris ouvert. Bien, ils entrèrent dans le couloir. Ava ferma la porte de la chambre d'hôpital et se tourna pour lui faire face. Ses mains tremblaient, mais elle ne le laissa pas paraître. « Que voulez-vous? »« Je veux mon argent, » dit Neil Porter sans détour. 30 000 $ dans les 2 semaines. C'est le paiement minimum pour empêcher votre dossier d'être transféré à notre département spécial. Ava se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. 30 000. Elle n'avait pas 30 000. Elle n'avait même pas 3 000. Je n'ai pas ce genre d'argent, dit-elle, sa voix tremblant plus qu'elle ne le voulait. Vous devez me donner plus de temps. Neil Porter inclina la tête, l'étudiant comme un animal en difficulté. Madame Mitchell, savez-vous ce que fait notre département spécial? Ils n'envoient pas de lettres. Ils ne passent pas d'appels téléphoniques. Ils viennent en personne. Et ils ont des façons très créatives de rappeler aux débiteurs leurs obligations. « Mais menacez-vous? » demanda Ava, sa voix devenant froide. « Je vous éduque sur la réalité. » Neil Porter sourit. « 2 semaines, mademoiselle Mitchell. 30 000. Sinon, nous trouverons une autre façon de recouvrer. Et croyez-moi, vous n'aimerez pas ce que tu fais. » Il se retourna et s'en alla, laissant Ava seule dans le couloir de l'hôpital, tremblante mais debout. Elle ne pleurerait pas, elle ne se briserait pas, elle trouverait un moyen. Elle trouvait toujours un moyen. Mais cette fois, elle n'avait aucune idée de ce qu'était ce moyen. Elle ne savait pas que quelqu'un se tenait au bout du couloir, caché derrière un coin. Rhett Sinclair était venu à l'hôpital pour la voir de loin, tout comme il l'avait fait plusieurs fois au cours de la semaine passée. Il avait tout entendu, chaque menace, chaque tremblement dans sa voix, chaque effort pour rester debout tout en étant écrasé. Il regarda Neil Porter s'éloigner et ses yeux se transformèrent en une sorte de froid. Finn ne le savait que trop bien, le genre qui signifiait que quelqu'un était sur le point de disparaître de la surface de la Terre. Rhett sortit son téléphone et appela Finn. Découvrez tout sur Neil Porter et Westbrook Financial. Sa voix était effrayamment calme. Je veux savoir qui ils sont, à qui ils appartiennent et combien d'argent ils ont sur leur compte. Compris, patron. Autre chose qu'il y a. Rhett regarda vers Ava, toujours debout au milieu du couloir avec ses épaules tremblant légèrement. Organisez une réunion. Je veux parler à M. Porter. 3 jours après la confrontation à l'hôpital, Westbrook Financial changea de propriétaire. Il n'y eut aucune annonce, aucune couverture médiatique, seulement une réunion d'urgence du conseil d'administration à minuit et un contrat d'acquisition soutenu par une somme que personne ne pouvait refuser. Dès le lendemain matin, Sinclair Holdings possédait toute la société et personne sauf Finn ne savait pourquoi. Rhett était assis dans un bureau temporaire à l'intérieur du bâtiment Westbrook, les lumières tamisées illuminant à peine son visage. Une pile de dossiers gisait devant lui. Il feuilleta les pages, cherchant un nom spécifique, Ava Mitchell, 80 000 $ de dette principale, intérêts usuraires, pénalités empilées sur les pénalités, des chiffres conçus pour écraser, non pour être remboursés. Il fixa le dossier un long moment, puis le tendit à Finn. Effacez-le tout, comme si cela n'avait jamais existé. Finn hocha la tête sans poser de questions. Il avait appris il y a longtemps que certaines questions ne devraient pas être posées. « Et Porter? » demanda Finn. « Amenez-le ici. » 15 minutes plus tard, Neil Porter fut escorté dans la pièce. 2 grands hommes se tenaient de chaque côté de lui, et son expression était passée de la confiance à la panique. « Savez-vous qui je suis? » demanda Rhett, son ton aussi désinvolte
que s'il demandait le temps qu'il faisait. Neil Porter déglutit. Rhett Sinclair, le fantôme. Bien, Rhett se leva et marcha lentement vers lui. Alors vous savez aussi ce que je fais aux gens qui touchent ce qui m'appartient. Je ne savais pas qu'elle vous appartenait, balbutia Neil Porter, la sueur battant sur son front. Je faisais juste mon travail. S'il vous plaît, j'ai une famille. Rhett s'arrêta devant lui, ses yeux froids comme la glace. Elle a une famille aussi. Une mère qui meurt dans un lit d'hôpital. Et vous êtes allé là-bas et l'avez menacée juste devant elle? Je suis désolé. Je ne la dérangerai plus jamais. Je jure. Rhett inclina la tête comme s'il y réfléchissait. Vous avez dit que vous aviez des façons créatives de recouvrer des dettes. Je suis curieux de savoir ce que vous comptiez lui faire. Neil Porter ne dit rien, tremblant. Rhett se tourna vers Finn. Emmenez-le, tranquille, propre. Non. Neil Porter commença à supplier alors que les hommes le traînaient dehors. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. La porte se ferma, coupant les supplications. Rhett retourna au bureau, son visage vide d'émotion. Il ne ressentait rien. Aucun regret, aucune pitié. C'était son monde. C'était ainsi que les choses fonctionnaient. Il protégeait ce qui était à lui à tout prix. Et même s'il ne comprenait pas pourquoi, Ava Mitchell appartenait maintenant à cette liste. Le lendemain matin, Rhett appela l'hôpital Street Mary. Il ne donna pas son nom, seulement un numéro de compte et des instructions claires. Patient Margaret Mitchell, chambre 312. Payer toutes les dépenses médicales actuelles et futures. Le meilleur traitement disponible. Une chambre privée si possible. Ne pas divulguer l'identité du payeur. L'indiquer comme un donateur anonyme. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, probablement alors que la personne fixait le montant qui venait d'être transféré. « Oui, monsieur, je comprends. » Rhett termina l'appel. Il se tenait près de la fenêtre du penthouse, regardant la ville, s'éveillant sous la lumière de l'aube. Il avait fait des choses terribles dans sa vie, tué des gens, détruit des vies, bâti un empire sur le sang et les larmes d'autres personnes. Mais cette nuit, il avait sauvé quelqu'un. Une fille qui ne savait pas qu'il la regardait. Une fille qui l'avait appelée la faucheuse en vêtements de designer et lui avait dit d'acheter un cercueil et de s'y allonger. Il ne comprit pas ce qu'il faisait. Il ne comprit pas pourquoi elle le faisait agir ainsi. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, Rhett Sinclair ressentit autre chose que le vide. Et cela l'effraya plus que n'importe quel ennemi ne l'avait jamais fait. Ava se réveilla ce matin-là avec une longue liste de choses à faire. Appeler la société financière pour demander une prolongation, trouver plus de quart de nuit, vendre le collier que sa grand-mère lui avait laissé, la seule chose de valeur qu'elle possédait encore. Elle s'était préparée à se battre. Elle s'était préparée à supplier, à s'humilier, à faire tout ce qu'il faudrait pour gagner plus de temps. Mais quand elle appela Westbrook Financial, la voix à l'autre bout la figea sur place. « Je suis désolé, madame. Nous n'avons aucun dossier sous le nom d'Ava Mitchell dans notre système. Êtes-vous sûr d'appeler la bonne entreprise? » Ava regarda son téléphone comme s'il venait de lui pousser une deuxième tête. « Oui, je suis sûr. Je vous dois 80 000 $. Vous m'avez envoyé des lettres chaque mois. Un homme nommé Neil Porter est venu me voir il y a 3 jours. Il y eut un silence à l'autre bout, puis le son de la dactylographie. « Je suis vraiment désolé, madame. Il n'y a aucune trace de votre dette dans notre système. Et nous n'avons pas d'employé nommé Neil Porter. Peut-être nous confondez-vous avec une autre entreprise. » Ava raccrocha, son cœur battant la chamade. Elle appela encore, puis encore. La réponse ne changea pas. Pas de dossier, pas de dette, pas de Neil Porter. Comme si tout avait été un cauchemar dont elle venait de se réveiller. Elle se précipita à l'hôpital sans changer de vêtements ni se brosser les cheveux. Elle courut directement au bureau de facturation, essoufflée. « J'ai besoin de vérifier la facture de ma mère. » Margaret Mitchell, chambre 312. La femme derrière le comptoir tapa, puis leva les yeux avec un sourire.
La facture de Madame Mitchell a déjà été payée en totalité, Madame, y compris le coût du nouveau traitement. Elle sera transférée dans une chambre privée cet après-midi. Ava sentit ses genoux menacés de flancher. Payé en totalité. Avec quoi? Par qui? Je n'ai pas l'argent pour payer. La femme jeta un coup d'œil à l'écran. Selon nos dossiers, un donateur anonyme a couvert toutes les dépenses hier matin. Ils se sont également engagés à payer tous les traitements futurs. Un donateur anonyme? Répéta Ava, sa voix tremblante. Qui? Qui sont-ils? Je suis désolé, madame, dit la femme gentiment. Ils ont demandé une confidentialité complète. Nous ne sommes pas autorisés à divulguer leur identité. Ava sortit de l'hôpital dans un état second. Elle s'assit sur le banc de pierre à l'extérieur, regardant le ciel gris, essayant de comprendre ce qui se passait. La dette de 80 000 $ avait disparu. Les factures d'hôpital étaient payées. Neil Porter n'existait pas du jour au lendemain. Elle pensa au mystérieux client nommé James avec les pourboires massifs. Elle pensa à l'homme en costume noir cette nuit pluvieuse. Les yeux froids, le sang sur sa manche, le billet de 500 $. Non. Ava secoua la tête. C'était insensé. Ça devait être une coïncidence. Il n'était qu'un étrange passager, pas un sauveur effaçant la dette d'un étranger. Mais la voix dans sa tête ne se taisait pas. Si ce n'était pas lui, alors qui? Qui avait assez d'argent pour faire cela? Qui avait assez de pouvoir pour effacer les dossiers comme s'ils n'avaient jamais existé? Qui ferait cela pour une conductrice Uber que personne ne connaissait? Elle n'avait pas de réponse, seulement un enchevêtrement de questions et un sentiment croissant que sa vie était tirée dans quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle aurait dû se sentir reconnaissante. Elle aurait dû tomber à genoux et remercier quiconque avait fait cela. Au lieu de cela, elle eut peur parce que Ava Mitchell avait vécu assez longtemps pour savoir une chose. Personne ne donne rien gratuitement. Il y a toujours un prix et elle était terrifiée que le prix de ce miracle soit quelque chose qu'elle ne pourrait pas se permettre de payer. 2 semaines passèrent et Ava ne put toujours pas trouver de réponse au mystère qui se refermait autour de sa vie. Elle demanda partout. Elle appela chaque numéro de téléphone qu'elle put trouver. Elle chercha sur Internet. Rien. Le donateur anonyme resta anonyme. Le mystérieux client nommé James n'apparut plus jamais. Et l'homme en costume noir de cette nuit pluvieuse resta un fantôme dans sa mémoire. Elle essaya d'oublier. Elle essaya de vivre normalement. Sa mère recevait un meilleur traitement, et c'était ce qui importait le plus. Elle n'avait pas besoin de savoir qui avait payé. Elle avait juste besoin d'être reconnaissante. Mais la curiosité continuait de la ronger chaque nuit, et ce soir ne faisait pas exception. L'horloge affichait 23h30 quand Ava reçut une demande de course. L'adresse de prise en charge était dans la zone industrielle du côté ouest de la ville, un endroit qui semblait aussi désert la nuit qu'un cimetière. Elle hésita. Ses instincts lui disaient de refuser, mais le pourboire affiché était le triple du montant habituel, et des habitudes de survie gravées profondément dans ses os ne la laisseraient pas de manquer. Elle accepta la course. 20 minutes plus tard, elle s'arrêta devant un entrepôt abandonné. Il n'y avait pas de lampadaire, pas de passants, seulement l'obscurité et le vent hurlant à travers les cadres de fenêtres cassées. Son cœur commença à s'emballer. Elle vérifia son téléphone. Le passager arriverait dans 2 minutes. Elle attendit. 1 minute passa. 2 minutes, 3 minutes. Personne ne vint. Elle était sur le point d'annuler et de partir quand des phares s'allumèrent derrière elle. Puis une autre voiture à sa gauche et une autre bloquant son avant. Elle était encerclée. Le cœur d'Ava battait follement. Elle essaya de démarrer la voiture et de fuir, mais il était déjà trop tard. 3 hommes sortirent des ombres, grands, au visage froid, se déplaçant avec la confiance d'hommes habitués à la violence. L'un d'eux frappa à sa fenêtre. Ava ne l'ouvrit pas. Elle attrapa son téléphone sur le point d'appeler la police. Le deuxième homme brisa la vitre côté passager. Ava cria alors que sa main passait,
déverrouillant la porte de l'intérieur. Elle fut traînée hors de la voiture comme une poupée de chiffon. « Sortez d'ici, petite fille. » Sa voix était rude. « Quelqu'un veut vous poser quelques questions. Laissez-moi partir. » Ava lutta, griffant l'un de leurs visages. Il la gifla fort. Elle heurta le sol, les oreilles bourdonnantes, le goût du sang dans sa bouche. Petite chose fougueuse. Un autre rit. « Le patron a dit qu'elle est importante pour le fantôme. Je ne vois pas pourquoi. Juste l'air d'une conductrice Uber amochée. » Ava se figea. Le fantôme. Elle avait entendu ce nom avant, dans des histoires murmurées sur le monde souterrain de Chicago, dans des articles sur des disparitions mystérieuses, le fantôme, celui que personne n'avait jamais vu et vécu pour en parler. Que sait-elle de Sinclair? Le chef lui attrapa les cheveux et lui tira la tête en arrière. « Parle, qu'êtes-vous pour lui? »« Je ne sais pas qui est Sinclair, dit Ava, sa voix tremblante mais ferme. « Vous vous êtes trompé de personne. » Le chef la fixa, puis rit. « Mauvaise personne? Non. Nous vous observons depuis une semaine, Sin. Il se soucie de vous. Il a effacé votre dette. Il a payé les factures de l'hôpital de votre mère. Le fantôme ne fait pas ça pour n'importe qui. Et pourtant, il l'a fait pour vous. » Le cœur d'Ava manqua un battement. L'homme de la nuit pluvieuse. Il était le fantôme. Il était celui derrière tout. Alors maintenant, le chef la tira sur ses pieds. « Nous allons vous utiliser pour lui envoyer un message. Le patron Vance veut que Sinclair sache que personne n'est autorisé à avoir des faiblesses. » Il leva la main et Ava ferma les yeux, se préparant au coup. Il ne vint jamais. Au lieu de cela, elle entendit un craquement comme un os qui se brise, puis un cri, puis le son de la chair heurtant le béton. Elle ouvrit les yeux. Le chef était au sol, son bras tordu à un angle impossible, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Debout au-dessus de lui se tenait une figure sombre. L'homme en costume noir, les yeux froids comme la glace. Red Sinclair, le deuxième homme, chargea. Red s'écarta, attrapa son bras, tourna et fracassa sa tête contre une portière de voiture. Une fois, deux fois, l'homme s'effondra comme un sac de sable. Le troisième sortit un couteau. Red ne ralentit pas. Il s'avança, esquiva le coup de couteau, attrapa le poignet, tordit. Le couteau frappa le sol, puis il frappa. 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que le visage de l'homme ne soit plus reconnaissable. La chose entière dura moins d'1 minute. 3 grands hommes gisaient immobiles sur le sol, du sang s'étalant sur le béton. Red se tenait au centre de tout cela, respirant régulièrement, pas une goutte de sueur, comme s'il venait de faire une promenade du soir. Puis il se tourna vers elle. Ava ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir. De la gratitude pour avoir été sauvée, de la terreur face à ce qu'elle venait de voir, de la colère pour les secrets qu'il lui avait cachés. Elle choisit la colère. La colère était plus facile que la peur. Vous, elle se leva, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. Vous êtes le fantôme. Vous êtes celui qui m'a suivi. Qui a effacé ma dette? Qui a payé les factures de l'hôpital? Tout cela, c'était vous. Red la regarda, ses yeux vides. Nous devons partir. Ce n'est pas sûr. Répondez-moi. Il s'avança, lui attrapa la main et la tira vers sa voiture, attendant dans l'ombre. J'expliquerai plus tard. Pour l'instant, nous devons y aller avant que d'autres personnes n'arrivent. Ava retira sa main. Je ne vais nulle part avec vous tant que vous ne me direz pas ce qui se passe. Red s'arrêta. Il la regarda, et pour la première fois, elle vit quelque chose d'autre que de la froideur dans ses yeux. De l'épuisement. Vous êtes un problème, dit-il doucement. Le plus grand problème que j'ai jamais eu, et je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas vous laisser tranquille. Ava le regarda, son cœur toujours battant la chamade après ce qui venait de se passer. 3 hommes gisaient toujours immobiles sur le sol, et l'homme debout devant elle les avait abattus comme si ce n'était rien de plus qu'une routine. « Je suis votre problème », demanda-t-elle, sa voix devenant froide.
Je ne sais même pas qui vous êtes. Vous êtes apparu dans ma voiture par une nuit pluvieuse, m'avez appelé un perroquet, puis avez disparu. Puis soudain, quelqu'un a effacé ma dette, payé les factures d'hôpital de ma mère, et maintenant je me fais kidnapper à cause d'un nom que je n'avais même jamais entendu. Alors dites-moi, qui est vraiment le problème ici? Red la regarda, ses yeux toujours froids, mais avec quelque chose d'autre sous la surface. Vous n'étiez pas censé savoir qui je suis. C'est un peu tard pour ça. Ava s'approcha, sans peur, malgré avoir juste vu ce qu'il pouvait faire. J'ai été battu, traîné hors de ma voiture et presque tué à cause de vous. Je pense que je mérite la vérité. Red resta silencieux un long moment. Des sirènes hurlèrent quelque part au loin. Quelqu'un avait probablement appelé la police. Il jeta un coup d'œil aux 3 hommes au sol, puis de nouveau à elle. Montez dans la voiture. Je vous ramène à la maison. Répondez-moi d'abord. Il lui attrapa le bras. Pas rudement, mais fermement. Pas ici. Pas maintenant. Montez. Ava voulait argumenter, mais les sirènes se rapprochaient. Elle le laissa la guider vers l'élégante voiture noire attendant dans l'ombre. Elle monta et il démarra avant que les lumières rouges et bleues ne puissent même apparaître au bout de la rue. Ils roulèrent en silence pendant 10 minutes. Ava regarda par la fenêtre, essayant d'arranger le chaos dans son esprit. L'homme à côté d'elle était le fantôme, un chef de la mafia, celui que tout le monde souterrain de Chicago craignait, et il avait passé le mois dernier à l'aider secrètement. Une conductrice Uber que personne ne connaissait. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Il ne répondit pas. « Vous êtes le fantôme, continua-t-elle. Vous avez un empire. Vous avez du pouvoir. Vous avez de l'argent. Pourquoi vous souciez-vous de quelqu'un comme moi? » Red garda les yeux sur la route. « Je ne sais pas. » « Vous ne savez pas? » Elle se moqua. « Vous avez effacé 4 000 de dettes, payé des centaines de milliers en factures de l'hôpital, m'avez regardé pendant un mois, et vous ne savez pas pourquoi. » Oui, sa voix était basse et fatiguée. « Je ne sais pas. Vous êtes la première personne depuis des années qui m'a parlé comme si j'étais juste un homme normal. Pas de peur, pas de courbette. Vous m'avez dit d'acheter un cercueil et de m'y allonger. Alors c'est pourquoi vous m'avez suivi. Parce que je vous ai insulté. Non, parce que vous m'avez regardé. » Il se tourna pour la regarder pour la première fois depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. Pas le fantôme. Pas un chef de la mafia. Juste un gars ennuyeux à l'arrière d'un Uber. Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a regardé comme ça. Ava ne savait pas quoi dire. Elle le regarda et à ce moment-là, elle ne vit plus de monstre. Elle vit un homme si seul qu'une dispute avec une conductrice Uber l'avait hanté pendant tout un mois. Ils s'arrêtèrent devant son appartement. Red se gara mais n'éteignit pas le moteur. « Vous devriez m'oublier, dit-il, sa voix retrouvant sa froideur originelle. Oubliez tout ce qui s'est passé. Vivez une vie normale. Ne mentionnez jamais mon nom à personne. Qu'en est-il des hommes qui m'ont attaqué ce soir? Je m'en occuperai. M'en occuperai de la façon dont vous vous êtes occupé de Neil Porter. » Il la regarda, ni confirmant ni niant. « C'est mon monde et vous n'y appartenez pas. » Ava ouvrit la portière de la voiture et sortit. Elle se tint sur le trottoir, le regardant à travers la fenêtre. « Vous savez ce qu'elle a dit? Vous n'avez pas le droit de décider où j'appartiens. Vous m'avez tiré dans votre monde quand vous avez décidé de vous soucier de moi. Vous ne pouvez pas juste me dire d'oublier et de disparaître maintenant. »« Vous devriez, » répondit-il, « pour votre sécurité. »« Peut-être. » Elle inclina la tête, « mais je ne le ferai pas. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi? Parce que vous êtes la première personne en 3 ans qui s'est souciée de moi sans rien vouloir en retour, » dit-elle doucement. « Même si vous êtes un monstre, même si vous êtes dangereux, vous avez sauvé ma mère. Vous m'avez sauvé. Je ne suis pas le genre de personne qui tourne le dos à cela. » Elle entra dans le bâtiment sans se retourner. Red resta assis dans la voiture, regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte. Il aurait dû s'en aller. Il aurait dû l'oublier.
Il aurait dû retourner à son monde et la laisser vivre une vie normale, mais il savait qu'il ne le ferait pas. Elle avait refusé de l'oublier, et le plus fou était qu'il se sentait soulagé à cause de cela. Cette nuit-là, Eva ne put pas dormir. Elle s'assit sur son lit avec son vieil ordinateur portable, la lueur de l'écran éclairant son visage dans l'obscurité. Elle tapa son nom dans la barre de recherche. Rhett Sinclair. Les résultats n'étaient pas nombreux, mais ils étaient insuffisants. Président de Sinclair Holdings, un conglomérat massif avec des filiales dans l'immobilier, les restaurants et le transport maritime. Sur le papier, il était un homme d'affaires prospère. Mais quand elle fouilla plus profondément dans des forums privés, des articles archivés qui avaient été supprimés, des histoires murmurées dispersées sur Internet, la vraie image commença à émerger. Rhett Sinclair, 36 ans, connu dans le monde souterrain sous le nom du fantôme. Il hérita de l'empire mafieux de son père à 25 ans. Il contrôlait une grande partie de l'activité souterraine le long de la côte est des États-Unis, casinos, bars, entreprises de façade, et derrière tout cela, il y avait du sang. Beaucoup de sang. Les gens disaient qu'il avait tué son propre père pour prendre le contrôle. Les gens disaient que personne qui l'avait jamais trahi n'avait vécu pour raconter l'histoire. Les gens disaient qu'il était froid, impitoyable et n'avait aucune faiblesse. Jusqu'à maintenant. Ava ferma l'ordinateur portable, sa respiration lourde. Elle pensa à ce qu'il avait fait pour elle, effaçant sa dette, payant les factures du hôpital, la sauvant des voyous. Étaient-ce les actions d'un monstre ou d'un homme bon, ou des deux? Ou elle ne savait pas. Elle ne savait qu'une chose. Il était intervenu dans sa vie sans demander. Il avait décidé pour elle. Il l'avait transformée en cible pour ses ennemis. Et cela la mettait en colère plus que toute autre chose. Le lendemain matin, Eva alla au bâtiment où elle l'avait déposé cette nuit pluvieuse, le plus haut penthouse de Chicago. Elle entra dans le hall et 2 grands gardes de sécurité la bloquèrent immédiatement. Elle n'avait pas de rendez-vous. Elle n'avait pas le droit d'être là. Mais Eva Mitchell n'était pas le genre à abandonner facilement. Dites à votre patron que la fille à qui il a appelé un perroquet veut le voir. Les gardes échangèrent un regard. L'un parla dans une radio. Quelques minutes plus tard, elle fut escortée dans un ascenseur privé. Les portes s'ouvrirent et Ava entra dans un monde complètement différent. Le penthouse de Rhett Sinclair était 10 fois plus grand que son appartement. Haut plafond, verre du sol au plafond donnant sur tout Chicago. Des meubles minimalistes si chers qu'elle n'osait pas deviner le prix. Et au milieu de tout ce luxe, il se tenait près de la fenêtre. Costume noir comme toujours, comme s'il l'avait attendu. « Vous avez trouvé votre chemin ici, » dit-il sans se retourner. « Vous n'avez pas verrouillé la porte, » répondit-elle. Il se tourna pour lui faire face, ses yeux toujours froids, mais touchés par quelque chose comme de la curiosité. « Pourquoi êtes-vous ici? » « Je suis ici pour vous dire que vous n'avez pas le droit. » « Le droit à quoi? » « Le droit de décider ma vie. » Ava s'avança, la colère qu'elle avait retenue toute la nuit débordant enfin. « Vous avez effacé ma dette sans demander. Vous avez payé les factures d'hôpital sans demander. Vous m'avez suivi sans demander. Vous m'avez transformé en cible pour vos ennemis sans demander. Qui pensez-vous être pour faire ça? Je vous ai sauvé. Vous ne m'avez pas sauvé, » cria-t-elle, surprise par la force de sa propre colère. Vous avez décidé pour moi. Ce sont 2 choses complètement différentes. J'ai géré ma propre vie pendant 15 ans. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui s'introduise et joue les héros. Il la regarda en silence. Ava continua. Savez-vous le pire? Je ne peux pas vous haïr. Je veux vous haïr. Je veux vous crier dessus et partir et ne jamais revenir. Mais ma mère reçoit un traitement grâce à vous. Je ne me noie pas dans les dettes grâce à vous. Je suis en vie grâce à vous. Alors, que voulez-vous? Demanda Rhett doucement. Je veux que vous arrêtiez de décider pour moi, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme.
Si vous voulez m'aider, demandez-moi. Si vous voulez me protéger, dites-le-moi. Ne me transformez pas en pièce d'échec dans votre monde. Je ne suis pas un objet, je suis une personne. Rhett la regarda longtemps, puis il dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Vous avez raison, elle cligna des yeux. Quoi? Vous avez raison, répéta-t-il. J'ai eu tort de ne pas vous demander. Je n'ai pas l'habitude de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais vous avez raison. Ava ne savait pas comment réagir. Elle s'était préparée à une bataille. Elle ne s'était pas préparée à ce qu'il soit d'accord. Alors maintenant quoi? Demanda-t-elle. Il la regarda. Et pour la première fois, elle vit quelque chose de doux dans ses yeux glacés. Maintenant, je vous demande, voulez-vous rester pour dîner? Ava le fixa comme s'il venait de lui pousser une autre tête. Dîner, répéta-t-elle. Je viens de vous crier au visage. Et vous m'invitez à dîner. Vous n'avez pas mangé de toute la journée, dit-il. Hein? Non comme une question, mais comme une affirmation. Et que savez-vous exactement? Elle riposta. Je sais plus de choses sur vous que vous ne le pensez. Ava Mitchell, vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Vous avez sauté le déjeuner. Vous avez bu 3 tasses de café pour rester éveillé pendant que vous cherchiez sur Internet à propos de moi toute la nuit. Elle se figea en colère parce qu'il avait raison. Vous me regardez assez attentivement pour savoir ce que je mange maintenant. Je ne vous observe pas, dit-il, son regard vif. Je vous regarde et je vous vois trembler de faim, tout en prétendant que non. Je ne tremble pas, dit-elle, et à ce moment précis, ses genoux flanchèrent. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Son bras s'enroula autour de sa taille, stable et plus chaud qu'elle ne l'avait imaginé. Elle essaya de le repousser. « Lâchez-moi. Je vais bien. »« Vous n'allez pas bien, » dit-il fermement. « Vous êtes épuisé, vous êtes malnutri, vous vous tuez un peu plus chaque jour et vous pensez que personne ne le remarque. »« Que savez-vous de moi ?» cria-t-elle, la colère montant à nouveau, mais cette fois mêlée de larmes. « Vous pensez que parce que vous avez de l'argent et du pouvoir, vous avez le droit de regarder ma vie et de la juger. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Vous ne savez pas ce que ça fait de regarder votre sœur mourir dans vos bras. Vous ne savez pas ce que ça fait de regarder votre mère s'éteindre chaque jour et être impuissante à l'arrêter. Vous ne savez pas ce que ça fait de se réveiller chaque matin en se demandant si aujourd'hui est le dernier jour. Alors ne restez pas là à me dire que je ne vais pas bien comme si vous compreniez quoi que ce soit. » Elle s'effondra. Pour la première fois depuis longtemps, elle pleura vraiment. Pas les larmes silencieuses qu'elle avalait à côté du lit d'hôpital de sa mère. Pas l'engourdissement qui venait quand elle pensait à Rosie, mais les sanglots bruts de quelqu'un qui avait porté trop de choses pendant bien trop longtemps. Puis elle s'effondra, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que son corps ne pouvait plus tenir. Tout devint sombre, et la dernière chose qu'elle sentit fut ses bras la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Quand Ava ouvrit les yeux, elle était allongée sur un canapé plus doux que tout ce qu'elle avait jamais connu. Une couverture en cachemire la recouvrait, et Rhett Sinclair était assis en face d'elle, la regardant avec des yeux qui n'étaient plus froids, seulement inquiets. « Vous avez été inconsciente pendant 40 minutes, » dit-il quand il la vit bouger. « Mon médecin dit que vous êtes sévèrement épuisée, anémique, et que vous avez besoin de nourriture immédiatement. » Ava essaya de s'asseoir, sa tête tournant encore. « Vous avez appelé un médecin. J'ai appelé un médecin parce que vous vous êtes évanoui dans mon salon. » Sa voix portait quelque chose de proche de la colère, mais pas contre elle. « Savez-vous quand la dernière fois que vous avez mangé un vrai repas? » Ava resta silencieuse. Elle ne pouvait pas se souvenir, peut-être la semaine dernière, peut-être plus longtemps. Il se leva et marcha vers la table à manger où un plateau de nourriture attendait. Soupe au poulet, pain, salade, jus d'orange. Il l'apporta et la posa devant elle. « Mangez, je n'ai pas faim. Je n'ai pas demandé si vous aviez faim. Mangez, vous n'avez pas le droit de me donner des ordres, » dit-elle, essayant toujours de paraître forte tandis que son corps la trahissait. Il inclina la tête.
Vous avez raison, je n'ai pas le droit de vous donner des ordres. Mais je vous demande, s'il vous plaît, mangez. Elle cligna des yeux. Le fantôme venait de dire « S'il vous plaît ». Elle prit de la cuillère et commença à manger. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle était trop fatiguée pour discuter. La soupe était chaude et meilleure que tout ce qu'elle avait goûté depuis des mois. Elle mangea lentement, et il la regarda comme si son repas était la chose la plus importante au monde. « Pourquoi vous souciez-vous » demanda-t-elle entre deux cuillerées. « Vous êtes un chef de la mafia, vous tuez des gens, vous détruisez des vies. Pourquoi vous souciez-vous de savoir si une conductrice Uber mange ou non? » Il resta silencieux un long moment, puis il parla, sa voix basse et mesurée, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. « Parce que vous êtes la première personne en 10 ans qui m'a regardé comme si j'étais humain. » Ava arrêta de manger. Il continua. « Les gens me regardent et voient de pouvoir. Ils voient l'argent. Ils voient une menace. Ils voient la mort. Personne ne me regarde et ne voit juste un homme fatigué assis à l'arrière d'un Uber après une longue journée. Personne n'ose m'appeler la faucheuse en vêtements de designer et me dire d'acheter un cercueil et de m'y allonger. » Il la regarda et pour la première fois, elle vit la vérité dans ses yeux. Solitude, lassitude, une fin d'être vue. « Vous avez fait ça, dit-il. Vous m'avez vu et je ne sais pas quoi faire avec ça. » Ava posa la cuillère. Elle regarda l'homme assis en face d'elle, le chef de la mafia le plus craint de Chicago, celui devant qui tout le monde souterrain tremblait. Et elle ne vit qu'un homme solitaire essayant de prendre soin d'elle de la manière la plus maladroite qu'il connaissait. « Vous savez quelque chose, dit-elle doucement. Vous êtes aussi la première personne en 3 ans qui s'est souciée de moi sans rien vouloir en retour. » Il rencontra son regard. « Je veux beaucoup de choses, comme quoi? » Il fit une pause puis dit « Je veux que vous finissiez ce bol de soupe et peut-être que vous dormiez un peu. Vous pourrez continuer à discuter avec moi après que vous ne soyez plus sur le point de vous évanouir. » Ava rit pour la première fois depuis très longtemps. Elle rit pour de vrai, et quand elle le regarda, elle vit le coin de sa bouche se soulever juste légèrement. Juste assez pour qu'elle sache que le mur de glace autour de lui commençait à se fissurer, tout comme le mur autour d'elle. Après cette nuit, tout changea. Non pas d'une manière grandiose ou dramatique, mais par de petits changements, comme de l'eau s'infiltrant à travers les fissures dans la pierre, lente mais impossible à arrêter. Red commença à lui rendre visite, pas tous les jours, mais assez souvent pour qu'Ava commence à attendre le coup à sa porte le soir. Il ne s'annonçait jamais. Il apparaissait simplement, portant généralement des sacs de nourriture de restaurant où elle ne pourrait jamais se permettre d'entrer, et s'asseyait sur le canapé usé de son petit appartement, comme si c'était exactement là qu'il appartenait. Au début, il ne parlait pas beaucoup. Il s'asseyait dans un coin, elle dans un autre, et le silence entre eux n'était plus tendu, mais confortable, comme deux personnes qui s'étaient habituées à la présence l'une de l'autre sans se comprendre pleinement. Lentement, les conversations commencèrent. Petites au début, sur le temps, sur des passagers étranges qu'Eva rencontrait en conduisant Uber, sur les réunions ennuyeuses que Rhett endurait, puis plus profondes, sur des choses qu'il n'avait jamais dites à personne d'autre. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le petit balcon, regardant les lumières de la ville, Ava demanda « Votre mère, vous avez dit qu'elle était morte. Que s'est-il passé? » Rhett ne répondit pas tout de suite émotion. Il fixa le lointain, ses yeux s'assombrissant. « Mon père l'a tué. » Ava se figea. Il continua, sa voix basse et égale, comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre. « J'avais 10 ans. Ma mère voulait fuir. Elle voulait m'éloigner de cette vie. Elle l'avait planifiée pendant des mois. Mais mon père l'a découvert. Il fit une pause et inspira. Il appela ça une trahison. Et dans son monde, les traîtres n'avaient qu'une seule fin. Il m'a fait regarder pour me donner une leçon sur la loyauté. Des larmes montèrent aux yeux d'Ava. Elle ne savait pas quoi dire. Elle tendit seulement la main et prit la sienne.
Il baissa les yeux vers sa main dans la sienne, comme s'il ne comprenait pas ce que le geste signifiait. « Que s'est-il passé après ça? » demanda-t-elle doucement. « Après cela, j'ai attendu, dit-il. 15 ans j'ai attendu. J'ai appris. Je suis devenu tout ce qu'il voulait que je sois. Et quand j'ai été assez fort, je l'ai tué de mes propres mains, de la même manière qu'il a tué ma mère. » Il la regarda, ses yeux vides de regret. « Avez-vous peur de moi? » Ava réfléchit à la question un long moment. « Non, dit-elle, je n'ai pas peur de vous. J'ai peur pour vous. Il y a une différence. » Red cligna des yeux comme si c'était une réponse qu'il n'avait pas attendue. Une autre nuit, ce fut le tour d'Ava. Elle lui parla de Rosie, de l'accident, de tout. « Elle avait 22 ans, dit Ava, sa voix tremblante. Elle venait de terminer ses études universitaires. Elle avait tant de rêves, et je l'ai tuée. Elle ne le regarda pas en parlant. Je conduisais. Elle était sur le siège passager. Nous rions de quelque chose. Je ne me souviens même plus de quoi. Puis mon téléphone vibra. J'ai baissé les yeux. Juste une seconde. 1 seconde. Quand j'ai levé les yeux, le camion était juste là. Elle commença à pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je l'ai entendue appeler mon nom. C'était la dernière chose qu'elle a dite. Mon nom. Et puis le silence. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ils m'ont dit qu'elle était partie. Elle essuya ses larmes avec le revers de sa main. Tout le monde dit que ce n'était pas ma faute. L'autre camion a grillé le feu rouge. Mais je connais la vérité. Si je n'avais pas regardé mon téléphone, peut-être que j'aurais réagi à temps. Peut-être qu'elle serait encore en vie. Peut-être que ma mère ne se serait pas effondrée et n'aurait pas été malade. Peut-être que tout serait différent. Rhett ne parla pas. Il resta juste assis à côté d'elle, stable et silencieux. Puis il dit, « Savez-vous ce que je pense? » Elle secoua la tête. « Je pense que vous et moi sommes plus semblables que nous ne le réalisons. » Elle le regarda. « Nous portons tous les deux les morts avec nous, dit-il. Nous nous blâmons tous les deux chaque jour. Nous pensons tous les deux que nous ne méritons pas le bonheur. » Il la regarda, ses yeux plus doux qu'elle n'avait jamais vus. « Peut-être que nous avons tous les deux tort. Ou peut-être que nous avons tous les deux raison. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Vous n'êtes plus seuls. Et moi non plus. » Ils restèrent assis là en silence. Mais c'était le silence de 2 personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité. Pas l'amour, pas encore. Juste la compréhension, l'empathie, la reconnaissance qu'ils étaient tous deux brisés et que peut-être, juste peut-être, ils pourraient s'aider mutuellement à guérir. Dans les jours qui suivirent, Ava commença à sourire davantage. Red commença à rester plus longtemps et ils savaient tous les deux que c'était dangereux. Mais pour la première fois depuis très longtemps, ils s'en moquaient. 2 semaines de paix. C'était tout ce que le destin leur permit. 14 jours de dîner tardif, de conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. Des moments calmes, passés côte à côte. 14 jours où Ava oublia presque que la vie trouvait toujours un moyen de voler les bonnes choses. Puis l'appel arriva. Ava était assise dans la voiture de Red. Sur le chemin du retour après avoir rendu visite à sa mère, Margaret avait l'air mieux ce jour-là, souriant davantage, plaisantant même sur le fait de vouloir rencontrer l'homme mystérieux que sa fille mentionnait sans cesse. Ava en parlait à Red, riant doucement de la réaction de sa mère quand son téléphone vibra. Le numéro de l'hôpital. Son cœur se serra par instinct, mais elle se dit que ce n'était rien. Elle avait quitté l'hôpital il y a 20 minutes. Sa mère allait bien. « Bonjour, mademoiselle Mitchell. » La voix de l'infirmière à l'autre bout était urgente d'une manière qui glaça le sang d'Ava. « Vous devez venir tout de suite. L'état de votre mère s'est soudainement aggravé. Nous essayons de la stabiliser, mais vous devriez venir immédiatement. » Le téléphone glissa de la main d'Ava. Elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait dit ou fait, seulement que la seconde suivante, partout la voiture faisait demi-tour, fonçant vers l'hôpital à une vitesse qu'Ava était sûre enfreignait toutes les lois de la circulation existantes. Red ne posa pas de questions. Il conduisit juste, une main sur le volant,
l'autre serrant la sienne, et Eva s'accrocha à cette main comme si c'était la seule chose l'empêchant de se briser. Ils atteignirent l'hôpital en 9 minutes. Ava courut dans les couloirs, ignora l'ascenseur, prit les escaliers 2 par 2 jusqu'au 3e étage. Elle poussa la porte de la chambre 312 et son cœur se brisa. Margaret gisait sur le lit, plus pâle qu'Eva ne l'avait jamais vue, des machines biprant autour d'elle, des tubes et des lignes partout. Le médecin disait quelque chose, mais Eva n'entendit pas un mot. Tout ce qu'elle vit était sa mère mourante. Maman. Elle se précipita vers le lit, attrapa la main mince et froide de sa mère. Maman, je suis là. M'entends-tu? Margaret ouvrit lentement les yeux, épuisée. Mais quand elle vit sa fille, elle sourit. Faible, mais toujours le sourire de sa mère. Ma fille, murmura-t-elle, tu es venue. Je suis là, maman. Eva pleura, n'essayant pas d'arrêter. Je suis là. Tu vas aller bien. Les médecins vont arranger ça. Tu iras mieux. Margaret secoua faiblement de la tête et le mouvement coupa Eva comme un couteau. Ne me mens pas, ma fille, dit-elle, sa voix douloureusement calme. Je sais depuis longtemps. Non. Ava resserra sa prise comme si la seule volonté pouvait retenir sa mère là. Tu ne peux pas me quitter. Tu es tout ce que j'ai. Tu ne peux pas partir. Tu m'entends. Tu ne peux pas partir. Margaret leva son autre main, tremblante, et la posa sur la joue d'Ava, essuyant ses larmes. Ma fille, dit-elle, si forte, si têtue, juste comme moi. Maman, ne te blâme plus pour Rosie, ma fille, dit Margaret, sa voix s'affaiblissant. Ce n'était pas ta faute. Je ne t'ai jamais blâmé. Rosie non plus. Elle t'aimait. Elle ne voudrait pas que tu vives toute ta vie noyée dans la culpabilité. Eva ne put parler. Elle pleura seulement, des larmes tombant sur la main de sa mère. Le regard de Margaret se déplaça vers la porte où Rhett se tenait silencieusement. Eva ne savait pas quand il était entré, mais Margaret savait. « C'est lui ?» demanda-t-elle doucement. Un soupçon de curiosité dans sa voix faible. « L'homme dont tu parles toujours. » Rhett s'avança, se tenant à côté du lit. Il regarda la femme mourante, et Ava vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Du respect et peut-être de la douleur. « Oui, madame, dit-il, je suis Rhett. » Margaret l'étudia un long moment, comme si elle lisait chaque secret qu'il portait. Puis elle dit, « Prends soin de ma fille. Promets-moi, maman. » Ava essaya de parler, mais Rhett s'était déjà agenouillé à côté du lit. À hauteur de Margaret, « Je promets, dit-il, sa voix basse et inébranlable. Je la protégerai quoi qu'il arrive. » Margaret sourit, le sourire paisible de quelqu'un sur le point de partir, mais enfin en paix avec ce qu'elle laissait derrière elle. « Bien, dit-elle. Puis elle regarda de nouveau Eva. « Je t'aime, ma fille, je t'aime tellement. Et je suis fière de toi. J'ai toujours été fière. Rappelle-toi ça. » Ava hocha la tête, incapable de parler à travers ses sanglots. Margaret ferma les yeux et Ava sentit la main dans la sienne se relâcher lentement. Les machines hurlèrent. Des médecins et des infirmières se précipitèrent. Quelqu'un tira Ava en arrière. Elle cria, lutta, appela le nom de sa mère. Mais elle savait au fond d'elle. Elle savait. Margaret Mitchell était partie. Dans les bras de sa fille, avec la promesse d'un monstre, avec un sourire paisible sur ses lèvres, Ava s'effondra sur le sol de l'hôpital, ses cris résonnant dans le couloir. Les cris d'une fille qui avait perdu sa mère. Les cris de quelqu'un qui venait de perdre la dernière personne au monde qui l'aimait inconditionnellement. Et Rhett Sinclair, le chef de la mafia le plus froid de Chicago, s'agenouilla à côté d'elle sur ce sol d'hôpital, la serra dans ses bras et la laissa pleurer. Il ne parla pas. Il n'essaya pas de la réconforter avec des mots. Il resta juste là, solide et silencieux, exactement comme il l'avait promis. Les jours après les funérailles se brouillèrent d'une manière qu'Ava ne pouvait pas clairement se souvenir. Elle savait que des gens étaient venus. Il y avait des fleurs, il y avait des condoléances. Quelqu'un s'occupa de tout parce qu'elle n'était pas capable de s'occuper de quoi que ce soit du tout.
Rhett, il fit tout. Les funérailles furent belles. Des fleurs blanches, une musique douce, une tombe à côté de celle de Rosie pour que mère et fille puissent reposer ensemble. Ava resta sous la pluie, regardant le cercueil descendre, et elle ne ressentit rien. Aucune douleur, aucune tristesse, seulement un vide infini, comme un trou noir avalant chaque émotion. Quand tous les autres partirent, Rhett s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit-il doucement. « Mom, vous avez besoin de repos. » Et quelque chose à l'intérieur d'Ava se brisa. Elle se retourna et repoussa sa main. « Rentrez chez vous, » cria-t-elle, sa voix rauque d'avoir trop pleuré. « Retournez à cet appartement vide, l'endroit où chaque coin me rappelle ma mère, de Rosie, de tous ceux qui m'ont jamais quitté. »« Ava » il s'arrêta. « Ne dites pas mon nom comme si vous compreniez, » dit-elle reculant, puis un autre pas. « Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que ça fait de tout perdre. Vous avez un empire. Vous avez de l'argent. Vous avez du pouvoir. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Mais pouvez-vous ramener ma mère? Pouvez-vous ramener Rosie? » « Non, » dit-il doucement, la douleur lourde dans sa voix. « Je ne peux pas. »« Alors partez, » dit-elle, sa voix devenant froide et distante. « Partez, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai besoin de personne. Ava, je veux juste aider. »« Vous ne pouvez pas aider, » cria-t-elle. « Vous venez ici avec votre argent et votre pouvoir et pensez pouvoir tout réparer. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certaines choses ne font que se briser. Et je suis brisé. Alors laissez-moi rester avec vous. » « Non, » elle secoua la tête fort. « Partez, je veux être seule. J'ai besoin d'être seule. S'il vous plaît, partez. » Rhett la regarda et Ava vit quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la douleur, mais il hocha la tête. « D'accord, » dit-il. « Je partirai, mais vous savez où me trouver. » Il se retourna et s'éloigna sous la pluie, laissant Ava seule près de la tombe de sa mère, tremblante et brisée. Les jours qui suivirent, Ava ne quitta pas l'appartement. Elle ne mangea pas. Elle ne dormit pas. Elle resta allongée sur le lit, fixant le plafond, essayant de se souvenir comment respirer. Son téléphone vibrait sans fin. Des messages de Rhett, des appels de Rhett. Elle ne répondit pas. Elle ne voulait parler à personne. Elle ne voulait pas entendre de réconfort creux. Elle voulait juste disparaître. Le troisième jour, elle réalisa que quelqu'un était assis devant la porte de son appartement. Elle regarda par le Judas et le vit. Rhett Sinclair, le chef de la mafia le plus puissant de Chicago, assis le dos contre le mur du couloir minable, les yeux